Voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc le sujet, je pense, il est assez semblable à la conf précédente. Peut-être qu'il ne sera pas abordé complètement pareil. Et je pense que voilà, il y a certaines parties qui risquent de différer un petit peu. Ça pourrait commencer, je pense, comme une réunion de GAFAM addicts anonymes. Parce que voilà, pendant une vingtaine d'années, on va dire que j'étais Apple addict. Voilà, je ne connaissais que Apple dans la vie. J'avais un mail, c'était Yahoo. Ça a commencé par Wanadoo et puis après il y a eu Yahoo. J'utilisais la suite Microsoft, puisqu'on me l'avait mis entre les mains. J'étais prof, hein, donc voilà, suite Microsoft. Je ne savais même pas qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que j'utilisais d'autre? Dropbox, voilà, pour tout ce qui était partage de fichiers, et puis je m'en servais un petit peu pour juste mes sauvegardes, quoi. Voilà, donc pendant 20 ans, je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui existait, et ça fait à peu près 5 ans que j'ai découvert le monde associatif dans lequel je navigue maintenant. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de tout ça, déjà essayer de comprendre pourquoi, pendant 20 ans. J'avais juste pas su qu'il y avait autre chose qui existait, quels avaient été un petit peu les processus qui m'avaient petit à petit enfermé dans ce système. J'avais envie de parler quand même aussi des solutions qui existent, d'ailleurs de plus en plus, et puis terminer en prenant un petit peu plus peut-être de hauteur pour essayer de comprendre les objectifs, comprendre un petit peu les challenges à venir. Voilà. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Alors voilà, au début, sentier de la dépendance. Puisque évidemment ça vient petit à petit, ça commence tôt. Alors moi ça a commencé tard, hein, parce que je suis un peu encore une ancienne génération. Ça a commencé, on va dire, en école d'ingénieur. Voilà, on m'a mis un PowerBook entre les mains, et puis je suis restée 20 ans sous Apple. De la même façon, il y avait un stand de la Société Générale, je suis restée 20 ans à la Société Générale. Enfin, voilà, on arrive étudiant, on nous propose des outils, et voilà, on les garde parce que ça marche, et puis on n'a pas tellement idée qu'il y a autre chose. Actuellement, à l'école, Microsoft. Hein, moi, j'ai une fille, c'est la seule à être sous Debian. À son collège. Les autres, c'est soit Apple, soit Microsoft. D'ailleurs, les ordinateurs de l'école sont pour la plupart uniquement sous Microsoft. Dans certains lycées, heureusement, il y a quand même un petit peu d'Ubuntu ou Microsoft. Pour les loisirs aussi, alors parce que là, j'ai parlé particulièrement des ordinateurs, mais typiquement, voilà, vous avez des amis, vous allez vous organiser sur Facebook. Donc on y va, puisque tout le monde y est. Hein. Et de la même façon, moi j'ai utilisé la suite Microsoft, tout le monde utilisait ça. Et puis même encore au lycée, on m'envoie des documents sous Word. Alors moi je les lis sous mon LibreOffice, je les renvoie sous LibreOffice. Voilà. Mais voilà, on est entouré de gens qui vont utiliser des outils. Et donc on va faire pareil, quoi. Et puis on ne sait même parfois pas qu'il y a d'autres choses qui existent. Moi, c'était mon cas. Enfin, si je savais qu'il y avait Apple, ce que j'utilisais, et il y avait Microsoft, le truc qui ne marchait pas. Bon, donc... Non, mais c'est vrai, il y avait, à mon lycée, à l'époque, il y avait 10 ordi sous Microsoft, 1 sous Apple. Le temps d'imprimer tout, le Microsoft n'avait toujours pas booté. Donc, bon. Voilà. Donc, moi, il y avait deux, le Linux, je ne connaissais pas. J'avais juste pas, voilà, ou peut-être comme ça un petit peu, j'avais entendu parler vaguement, mais je connaissais pas. De la même façon que j'ai découvert, pareil, LibreOffice il y a 5 ans. Je savais pas, moi, en plus je payais pour cette suite Microsoft, machin, alors que LibreOffice, finalement, c'est gratuit. Alors la première fois, d'ailleurs, on me l'avait pas proposé, enfin, on me l'avait dit, justement, on me l'avait proposé en disant, tiens, ça c'est gratuit. J'ai dit, ouais, mais c'est encore sur un truc. On m'aurait dit c'est libre, et on m'aurait expliqué pourquoi, je pense que je serais allé plus rapidement vers ça.
Donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais voilà, je ne savais même pas que ça existait. Et puis, bon, une fois qu'on a pris les habitudes, moi je pense en particulier par exemple aux gens qui vont utiliser des trucs comme Photoshop. Une fois qu'on a vraiment pris la peine d'apprendre le logiciel, etc., ça devient difficile de passer à autre chose, comme GIMP par exemple, ou Krita. Enfin, voilà. Il y a d'autres choses qui sont plus faciles. Enfin, moi je sais que par exemple, je suis assez facilement passé à Debian. Bon, ça ne m'a pas posé particulièrement de soucis, mais il y a certains logiciels en particulier qui peuvent, voilà, une fois qu'on est habitué à ce logiciel-là, puis il y a même juste des choses qui sont difficiles à transposer. Donc une fois qu'on a appris l'habitude d'un logiciel, c'est difficile de passer à autre chose. Voilà, puis en gros, les gens, ils travaillent. Voilà, ils n'ont pas le temps, c'est fatigant. Et puis en plus, par exemple, pour Facebook, voilà, mais moi, si je pars, mes amis, ils ne vont pas me suivre. Bon, est-ce que c'est vraiment des amis ? C'est difficile parfois d'adopter un autre système. Donc, pour la plupart des gens, vont juste dire ouais, je le ferai bien, mais ouais, j'ai juste pas le temps. Peut-être un jour. Alors moi, ça n'a pas été mon cas. En fait, j'ai fait vraiment une bascule très rapidement. Enfin, en 6 mois, j'avais déjà changé de mail. Donc là, c'est un Mac, mais il est sous Debian maintenant. J'ai assez rapidement changé de téléphone aussi. Donc maintenant, j'ai Replicant sur mon téléphone. Enfin, voilà, je suis passé du tout au rien en assez peu de temps. Donc c'est tout à fait possible. Et pour quelqu'un qui est absolument, enfin, un point de vue technique, moi, j'y connais rien à la base. Et voilà, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. Mais simplement, je pense que, et c'est de ça aussi que je vais essayer de parler, je pense que c'est plus facile de le faire si on a compris les enjeux qui sont derrière. Voilà. Oui, bon, voilà, ça c'est le truc. En général, c'est la conclusion. Ouais, de toute façon, c'est foutu, ils ont gagné, tout le monde utilise ça. Puis bon, c'est un peu confortable aussi. Enfin, je veux dire, ça marche bien. Donc le problème, c'est que voilà, si avec juste que ce problème dépend de Microsoft ou Apple, mais c'est qu'on perd, énormément le contrôle. Donc ici, je parle en particulier de l'informatique, mais on va voir que c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus vaste que ça. Et le deal, en fait, en gros, c'est toujours donne-moi un petit peu de tes droits, donne-moi un petit peu de ton contrôle, et puis je te donnerai du confort à la place. Hein, voilà, c'est assez fréquent et ça existe également dans d'autres domaines que ceux de l'informatique. Hein. Alors, perte de contrôle, oui, parce que bon, on finit par avoir des outils magiques. Moi, j'avais mon iPhone, là, c'est magique, ça marche bien. D'ailleurs, c'était tellement magique qu'en fait, j'ai découvert qu'un téléphone, c'était un ordinateur au moment où je suis passé sous Android. Parce qu'avant, avec Apple, alors pour transférer des photos ou de la musique, j'étais obligée de passer par iTunes, iPhoto, j'y comprenais rien. Enfin, c'était des trucs vachement compliqués. Et depuis que j'ai eu mon téléphone Android, je l'ai branché, j'ai fait un glisser-déposer de mes dossiers, et puis ça marchait. Voilà. Donc j'ai découvert que mon téléphone était un ordinateur comme les autres assez récemment aussi. Pour moi, c'était de l'ordre des outils magiques. D'ailleurs, ça marche aussi maintenant dans les choses qui vont proposer les assistants personnels, là, les machins, je ne sais même plus comment ça s'appelle. On a l'impression que c'est magique, c'est un truc qui répond, c'est de l'intelligence artificielle, etc. Oui, alors il y a pas mal d'humains quand même derrière. Hein. Si ça marchait aussi bien que ça, voilà. Donc on a l'impression que c'est magique, mais c'est juste qu'on ne voit plus ce qu'il y a derrière. On ne voit plus les gens qui vont travailler derrière pour faire marcher la machine. On perd complètement le contrôle de ce qu'on utilise en fait. Et du coup, on ne sait pas plus trop ce que ça fait. Ça peut faire tout et n'importe quoi. En particulier, aspirer nos données. Oui, parce que c'est souvent gratuit, mais voilà, il faut quand même qu'ils arrivent à faire leur beurre derrière. Hein. Donc, Microsoft qui va envoyer tout ce que je tape sur mon clavier voilà, à Microsoft. Plus généralement, parce que je vais passer assez rapidement,
envolé vers le cloud. De plus en plus, les services qu'on va nous proposer, ça va être quelque part dans le nuage. Alors, c'est des gros serveurs qui sont en général, alors ça peut être aux États-Unis, ça peut être à d'autres endroits, mais voilà, le cloud déjà, c'est des choses complètement physiques. Simplement, c'est pas chez nous. Souvent, c'est même pas en France, donc c'est pas forcément soumis d'ailleurs aux mêmes législations. Et donc, typiquement, alors. On peut très bien, par exemple, télécharger des choses. Alors, il y avait cette histoire d'Amazon avec 84. Voilà, on a l'impression que c'est à nous, on l'a acheté, le livre, et puis tout d'un coup, il va juste disparaître parce qu'il était quelque part dans le cloud. Et puis, bah, voilà. Amazon, plus ou moins par erreur, l'aura fait disparaître. Idem quand on utilise des Google Docs. Oui, je n'ai pas parlé des Google Docs, mais évidemment, j'utilisais aussi Google Docs. Bon. Donc tout ça, on ne se rend pas tellement compte, mais quand moi je mets les noms de mes élèves ou des données qui peuvent être plus ou moins quand même, on va dire, un petit peu intimes, ça part chez Google. Et les gens qui vont s'en servir, mes collègues qui s'en servent, qui veulent absolument que je me serve encore des Google Docs, ne comprennent pas qu'en fait, oui, c'est des choses qui vont partir juste aux États-Unis, quoi. Enfin, et après, qui vont être gardées sur des serveurs, éventuellement réutilisées, les données extraites pour... voilà. Finalement, donc, puisque tout part vers le cloud. Je pensais aussi par exemple à Adobe, Photoshop, machin. Maintenant, c'est des services en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment plus rien sur votre ordi. Et donc, du coup, quand les États-Unis se fâchent avec le Venezuela, bah, tout d'un coup, les utilisateurs du Venezuela n'ont plus accès à Adobe. Bon, alors après, ils sont revenus quand même. Ils ont dit, ouais, mais si, finalement. Mais bon, voilà. Il faut être conscient de ça. C'est plus chez soi. Typiquement, je pense, coquille vide, c'est pour les téléphones, c'est que tout se passe en fait. Finalement, les téléphones, ça devient des choses complètement bêtes. Hein. On appelle ça des smartphones, mais en fait, il n'y a quasiment plus rien qui se fait sur le téléphone, ça se fait quelque part ailleurs. Alors que ça devrait être un peu le contraire quand même. Avec un téléphone, on pourrait faire tellement de choses. C'est un ordinateur qui est bien plus puissant que ce qu'on avait il y a encore 15 ans ou 20 ans. Mais ça vient juste des coquilles vides. C'est très bête en fait, un smartphone. Et puis bah, du coup, comme tout se passe en ligne, bah, il faut évidemment pouvoir se connecter et puis tout faire en ligne et donc forcément accepter de donner ces données. Donc ça, c'est aussi problématique, c'est que vu que plus rien ne se passe sur mon ordinateur, même pour payer les impôts maintenant, voilà, je suis obligée de faire ça en ligne. Et donc aussi de céder un petit peu mes données à chaque fois, parce que si je ne cède pas mes données, alors même si maintenant il y a le RGPD qui essaie de réglementer un petit peu ça, bah, si j'accepte pas, je peux juste pas accéder au service. C'est un peu gênant. Alors, une fois que j'ai cédé donc pas mal de contrôle contre un petit peu de confort, et encore le confort, on en reparlera. Enfin, je me sens beaucoup plus confortable maintenant qu'avant. En fait, on se retrouve de plus en plus enfermé dans cette technologie. Alors, c'est un petit peu la technique des dealers. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Petite dose Microsoft à l'école, une petite dose de Google à l'école, et puis après, on l'utilise toute sa vie. Et puis après, on nous le fait payer. Typiquement, Gmail qui va devenir payant quand on dépasse une certaine capacité des boîtes mail. Maintenant, ça devient payant. Voilà, petit à petit, les Google Maps sont devenues payantes. Voilà, donc on attrape d'abord l'utilisateur en lui fournissant des services gratuits, et puis une fois qu'il est bien enfermé, qu'il ne peut plus sortir, voilà, c'est comme pour la drogue, hein, c'est un peu le même système. Alors si avec ça, mais en plus, petit à petit, chacun se fait un petit peu enfermer dans sa bulle, parce que quand on utilise les Google Search, bah, ça va être adapté à notre profil utilisateur. Et donc on va rester dans notre bulle de filtre. Et chacun va rester bien content parce que voilà, il va rester dans son petit monde. Donc on va se faire isoler de plus en plus les uns des autres.
Également, d'ailleurs, par le fait finalement d'utiliser des services en ligne, on va de moins en moins communiquer entre nous et de plus en plus, finalement, se retrouver isolé avec son ordinateur. Voilà, société sans contact. Ils nous le disent bien, sans contact. Voilà, donc on ne parle plus entre humains, on va, même par téléphone, on va tomber sur en général d'abord quelque chose robot, et puis après, bon, si vraiment le service est à peu près bien fait, on arrive à trouver un humain à la fin, mais pas toujours. Digital, voilà, donc tous les services numérisés, plus de contact, que ce soit avec l'administration ou avec les différentes boutiques. Le tout basé sur une espèce d'illusion du libre arbitre. Voilà, on a le choix entre l'iPhone 10 et puis le Samsung S, je ne sais pas combien. Et, voilà, on va avoir l'illusion en fait d'avoir le choix, alors qu'en fait on va nous proposer toujours le même système. Capitalisme ou capitalisme. Enfin, bah, voilà. Vous le voulez plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais. Alors, on était dans Zombieland, mais Zombieland, il y a aussi Vampireland, parce que là, on était côté utilisateur. Il faut bien comprendre que quand même, tout ça, c'est pour faire de l'argent. Donc, on est soumis aussi au problème de l'obsolescence programmée, puisque, évidemment, il faut à chaque fois acheter plus. Donc il ne faut pas que l'ordinateur puisse vivre trop longtemps. Donc on va avoir des mises à jour de plus en plus lourdes qui font que l'ordinateur, on ne peut plus s'en servir au bout de 3 ans. Idem pour les téléphones, etc. Moi, cet ordi-là, s'il était resté sous macOS, il ne marcherait plus. Il ne supporterait pas les nouvelles mises à jour. Là, il est sous Debian, il date de 2011, il marche très bien. Donc, logiciel libre, c'est aussi une manière justement de lutter un petit peu contre cette obsolescence programmée, en particulier au niveau des ordinateurs. Obligation numérique. On vous oblige à passer par les services numériques de plus en plus. Sans parler par les choses type Alicem là, qui sont en train d'être développées en ce moment. Voilà, on nous oblige petit à petit à passer par des services qui vont nous obliger aussi à céder, encore une fois, un peu plus de nos droits, un peu plus de nos données. Alors tout ça pour aboutir finalement à une notion qui a été pas mal développée ces dernières années, capitalisme de surveillance. Donc on récupère les données à des fins de prédiction monnayables. Alors, il faut bien comprendre ici qu'à la base, finalement, on récupère des données plutôt pour faire de l'argent, ce que font Google, Amazon, Microsoft, etc. C'est qu'on va capter les données pour mieux comprendre l'utilisateur, etc. Mais ça aboutit à la construction d'un système qui favorise du coup la surveillance généralisée, puisque voilà, on va de plus en plus observer les gens, récupérer de plus en plus de données chez eux, et donc finalement construire un système qui tombant dans de mauvaises mains, peut faire la Chine, la Russie, déjà pas mal les États-Unis, la France. Alors, cette surveillance et cette récupération de données peut être utilisée à différentes fins. Déjà, la manipulation, puisque bon, plus on te connaît, plus on te manipule bien, c'est pas nouveau. Moi, j'ai vu un bon documentaire d'Arte sur la propagande il n'y a pas très longtemps, qui expliquait déjà qu'au début du XXe siècle, Édouard Bernays avait réussi à manipuler finalement l'opinion américaine, déjà pour juste envoyer les volontaires faire la guerre. Ensuite, pour finalement faire en sorte que les femmes, elles aussi, puissent fumer. Donc c'est grâce à cet Édouard Bernays que maintenant les femmes fument. Voilà, parce qu'il fallait quand même... il y a la moitié de la population qui ne pouvait pas fumer. C'était scandaleux pour les entreprises du tabac. Et ils ont réussi à faire ça juste en manipulant typiquement des femmes influentes. Voilà, elles ont manifesté pour montrer qu'elles étaient libres, etc. Libres. Voilà, et donc elles fumaient pour montrer leur liberté.
Voilà, le tout pour l'entreprise du tabac. C'est lui aussi, c'est à cause de lui aussi que les gens maintenant aux États-Unis mangent du bacon le matin. Parce que pareil, il y avait une entreprise qui vendait du bacon et donc il avait travaillé avec cette entreprise-là et donc il a expliqué aux Américains que pour avoir un bon petit-déj et tout, il fallait... Voilà. Donc ça peut avoir quand même des effets à très long terme, hein. Bon, sans compter les manipulations des peuples, en particulier en Amérique latine, hein, par les États-Unis. Voilà. Donc plus on va connaître les gens... vous avez entendu aussi parler de Cambridge Analytica, hein, donc voilà, il suffit de manipuler une petite frange de la population qui va être critique dans une décision ou une autre. Donc ça peut avoir des effets particulièrement néfastes pour les démocraties en particulier. Voilà. Donc on manipule aussi bien les individus que des États. J'ai un certain nombre de liens à la fin de documentaires qui sont particulièrement intéressants à voir. Donc il y a ça. Alors, en montant encore une marche, le crédit social. Hein, donc voilà, en Chine déjà, ça a lieu. Hein, suivant que vous êtes un bon ou un mauvais citoyen, vous allez pouvoir prendre le train ou pas. Vous allez pouvoir accès à la banque ou pas. Voilà. Alors je dis en Chine, mais ça a lieu aussi aux États-Unis. Enfin, on va regarder votre profil Facebook, suivant vos amis, etc. Vous allez avoir un prêt bancaire ou pas. Votre assurance vous fait payer plus ou moins cher, suivant les données qu'ils vont récupérer sur vous. Donc ça, c'est pas encore vraiment le crédit social à la chinoise, mais on n'est pas loin. Et on y va de plus en plus. Alors le problème de ça aussi, donc... en particulier par rapport à la surveillance, c'est que, évidemment, quand l'individu se sent surveillé, il va altérer son comportement de manière à ne pas être embêté ou en tout cas entrer dans la bonne case. Donc il va devenir un bon citoyen. Aux États-Unis, il y a des lycées où justement ils surveillent alors les mails, tous les textes. Alors, sous prétexte que voilà, si jamais il y a un étudiant en souffrance qui risque éventuellement de commettre des choses de suicide, etc. Donc ils vont surveiller ces étudiants-là, mais ils le savent en fait. Et donc ils vont altérer, ils vont faire attention, ils vont plus envoyer des messages, qui peuvent être des messages sarcastiques, qui peuvent être juste des plaisanteries, et ils vont se recevoir un mail 5 minutes plus tard en disant oui, alors il faut absolument que tu viennes parler parce que là ton message il était quand même un peu critique. Voilà. Donc voilà, donc surveillance implique aussi l'altération des comportements des individus. Puisqu'on on n'est pas complètement idiot, on va essayer de se conformer. Mais se conformer, ça veut dire qu'on abandonne une partie de notre liberté et finalement on se conforme à ce qu'ils veulent. Hein. Donc c'est un espèce de jeu qui n'est pas très sain et qui peut aboutir assez facilement soit à des systèmes totalitaires, soit au renforcement de systèmes totalitaires déjà existants. Mais à partir du moment où on commence à pouvoir manipuler les foules, est-on vraiment encore en démocratie? Voilà. Donc la frontière est assez mince. Alors, c'est pas mon problème. Rien à cacher, c'est mon choix. Il n'y a pas de rapport entre Zombieland et Vampirland. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, ok, c'est mon choix, mais on est tous finalement responsables collectivement. Si j'ai un mail Gmail, tous mes contacts vont être surveillés via mon mail. Donc, s'ils m'écrivent, tout ce qu'ils vont m'envoyer, des photos, des textes, etc., tout ça, ça va être récupéré par Google. Donc, ce n'est pas juste pour moi que je choisis, c'est pour tous ceux qui vont être en contact avec moi. On est responsable de ce qui va être considéré comme normal ou pas. Si tout le monde demain se dit « ouais, une montre connectée, c'est génial », ceux qui ne vont pas porter de montre connectée vont être considérés comme suspects, peut-être, vont avoir d'autres tarifs aux assurances. Ceux qui ne vont pas avoir de compte Facebook peuvent être considérés comme suspects. Typiquement, s'ils vont aux États-Unis, comment ça, vous n'avez pas de compte Facebook? Voilà. Donc, on contribue à définir ce qui est normal ou pas.
dans nos choix. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est on contribue aussi finalement à la co-surveillance de masse. Avec mon compte Gmail, je contribue finalement au fait que mes contacts sont surveillés. C'est la société de vigilance, hein, il faut être vigilant. Ça a des répercussions et sur des choses qui sont plus ou moins proches ou lointaines. Alors, on parle des gens, moi je parlais des contacts, mais on est tous assez proches finalement de gens qui peuvent avoir besoin pour une raison X ou Y de ne pas avoir certaines données diffusées. On a cette histoire de degré de... Comment ça s'appelle? C'est les degrés, pas de liberté, c'est les degrés de proximité avec les gens. Donc maintenant, je ne sais plus, enfin en tout cas en 2016... via Facebook, on devait être tous proches à 4 ou 5 sauts de n'importe qui. Donc typiquement, même si vous n'avez rien à cacher, peut-être que voilà, des personnes, même que vous côtoyez, je ne sais pas, vous allez faire je sais pas, loger chez quelqu'un qui va vous accueillir sur son canapé parce que vous êtes en vacances. Voilà. Si lui, il est sous surveillance, ou si vous êtes sous surveillance, ça va l'impacter. Ou si vous juste parlez de votre... Par exemple, si vous le prenez en photo, voilà, vous mettez sa photo sur Facebook, sur machin, ça, voilà, ça va l'impacter. En ce qui concerne les systèmes politiques, là aussi... ce qu'on est en train de raconter en ce moment, tout va bien. Si dans 10 ans, on est dans une dictature, peut-être que voilà, on va m'embêter pour ce que j'aurais dit aujourd'hui. Et puis, peut-être que là, en France, ça va bien, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres systèmes politiques, la Russie, les États-Unis, etc., qui eux, vont être intéressés par un certain nombre de données qui, nous paraissent complètement... anodines. Typiquement, des gens, je sais pas, LGBT, dans certains pays, c'est pas anodin du tout, quoi. Ils risquent juste la peine de mort, quoi. Voilà, donc, ça dépend un peu du système dans lequel on est. Donc les époques, j'ai un peu parlé, voilà, ça peut changer quand même au fil du temps. Et aussi la planète, puisque finalement... toute cette récupération de données de plus en plus massive, ça a un énorme prix en fait au niveau écologique. Et puis toutes les pubs qu'on va faire, les panneaux qu'on va mettre partout dans les villes, ça consomme énormément. Voilà, donc ça a des conséquences écologiques énormes en fait, ce système qu'on nous met. Voilà. Et puis alors, les iPhones qu'on construit, qui demandent toujours plus de matériel coûteux pour la planète, les entreprises autour, toujours produire plus, toujours produire plus nouveau. Tout ça, ça a un énorme prix, en fait, alors qu'on est justement dans des problèmes qui sont quand même un petit peu urgents pour la planète. Voilà. Donc les choix qu'on va faire aussi par rapport à ça impacte aussi ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, on ne peut pas être neutre dans cette question-là. C'est pas juste ouais, mais je m'en fiche. Bon, après moi le déluge. Justement, en parlant de déluge, ça risque d'être bientôt d'actualité. C'est vraiment une question, est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on dit, ouais, ok, je reste dans ce système-là, je garde mon Gmail, je garde mon Apple, mon machin, c'est pas grave. Ou est-ce qu'on a envie de résister à ça et faire en sorte que le monde soit un petit peu meilleur à la fin? Et résister, on peut le faire chacun à son niveau. Typiquement, quelqu'un comme moi qui est absolument pas technique peut, ne serait-ce qu'en essayant de communiquer, alors il faut que je m'améliore pas mal, mais voilà. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire des confs, c'est pouvoir arriver petit à petit à mieux communiquer à ce niveau-là et à tester un petit peu aussi ce que je raconte. Donc j'espère au moment des questions, on pourra justement rediscuter et puis voir un petit peu ce qui pourrait être dit mieux ou autrement.
Et selon ses moyens, là encore, voilà. Mais tout le monde peut faire quelque chose. J'ai récupéré ça sur Internet. J'adore cette image-là. Alors bon, c'est pas à Hong Kong, ça pourrait être tout, mais vous voyez là, on peut être très petit. On peut être très petit, mais on peut faire très mal quand même. Ou on peut avoir au moins une action non négligeable. Même si on a l'impression que oui, non mais c'est fichu, ils sont trop forts, ils sont partout. Au contraire, je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Alors oui, j'avais envie de parler un tout petit peu parce que c'est une conf dont le titre m'a été inspiré par une conférence de Pouillou à Passage en Seine il y a quelques mois, qui s'appelait « Changer le monde, un ego à la fois ». Et qui soulevait les problématiques assez intéressantes pour moi, sur le fait qu'en fait le problème c'était quand on vous dit c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Donc à chaque fois on va vous attraper là-dessus parce que je le vaux bien, parce que je vaux encore un nouvel iPhone, ou je vaux un nouveau machin, pour moi un produit vraiment fait pour moi, voilà. Et alors qu'en fait on est en fait le bétail de ces entreprises-là. Et donc, voilà, essayez à chaque fois de repérer cette phrase-là, c'est votre choix, vous êtes libre, et essayer de déconstruire un petit peu le message, et se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est plutôt à nous, collectivement, de faire quelque chose. Arrêter de penser à son petit ego, à la nouvelle machine, qui a l'air encore vachement mieux. Oui, j'en ai acheté une l'année dernière, mais la prochaine, elle a l'air quand même tellement mieux. Voilà, toujours des choses de consumérisme primaire. Voilà, essayer d'arrêter de réfléchir à ça et plutôt de se poser la question, voilà, et si tout le monde faisait comme moi, est-ce que ça serait plutôt bien ou moins bien pour le monde? Typiquement, acheter un nouveau sac ou un nouveau machin, est-ce que c'est vraiment bien pour le monde? Pas sûr. Par contre, peut-être essayer justement de consommer un petit peu moins, de se dégager ici des entreprises qui cherchent absolument à nous enfermer. Oui, ça peut être bien, ne serait-ce que pour la démocratie. Voilà, si chacun fait un petit pas. Voilà, donc toujours se poser les questions, pas juste c'est mon choix, c'est moi qui le décide, mais plutôt collectivement. Si je prends une montre connectée, est-ce que ça risque pas, si tout le monde fait comme moi, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, ça va pas forcément être terrible, parce que si tout le monde en a une, voilà, déjà ceux qui n'en auront pas vont être considérés comme des gens un peu à part, et puis parce que les données vont être récoltées ensuite via ces dispositifs. Voilà, donc essayer de réfléchir plus collectivement qu'individuellement, je pense que ça peut être une très bonne chose. J'avais envie de citer Snowden. Bon, là, c'est pareil, c'est parce que vous en avez rien à fiche que vous n'avez pas à soutenir quand même la chose. Hein. Donc, voilà. Si vous comprenez à peu près l'anglais, donc c'est pas parce que vous en fichez du droit à la vie privée ou parce que vous n'avez rien à cacher que c'est pas différent que de dire que vous en fichez de la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. Bon. C'est un problème qui est collectif, c'est pas juste au niveau de l'individu. Alors, on va quand même maintenant parler de choses après avoir noirci le tableau, on va quand même parler un tout petit peu des solutions. Donc évidemment, heureusement qu'il y a des gens qui essayent de résister contre tout ça. Donc il y a des chatons dedans. J'avais envie de parler de Framasoft parce que c'est quand même une super asso qui fournit tout plein de solutions en fait, pour essayer justement de se dégafamiser. Que ça soit au niveau individuel ou aussi collectif, typiquement avec Mobilisons qui sont en train de développer, qui est censé remplacer justement Facebook pour tout ce qui est organisation d'événements, ce qui peut être justement important en termes de liberté. Les chatons, on a dû vous en parler peut-être déjà dans la conf précédente, donc collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, neutres et solidaires,
qui vous permettent justement de quitter les GAFAM pour des associations locales avec des gens en général vous allez connaître, vous allez discuter avec eux, voilà, faire en fait votre hébergement au niveau local et non plus envoyer tout aux États-Unis par exemple. Il y a les groupes d'utilisateurs. Ah, j'ai mis juste utilisatrice, tiens. Ah oui, bon, moi j'ai fait de l'inclusive, très inclusive. Voilà, qui vont vous aider là aussi localement à déjà vous réapproprier un petit peu votre informatique et plein d'autres choses autour. J'avais envie de parler aussi de la fédération FDN qui fait un petit peu le même travail cette fois-ci au niveau des fournisseurs d'accès Internet. Donc là c'est pareil, il y en a maintenant 32 sur toute la France et qui vous fournissent en fait de l'Internet associatif. Donc vous êtes membre d'une association, vous n'êtes plus client et vous faites vous-même votre bout d'Internet. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est voilà, à connaître ou à découvrir. Donc je vous ai mis un ensemble de liens. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout cette présentation-là. En fait, je l'ai mise chez moi. Voilà, donc vous pouvez récupérer le PDF. Ce sera plus simple pour cliquer sur les liens, par exemple. Etc. Parce qu'évidemment, voilà, il y a tout plein de choses. Donc là, j'ai parlé vraiment au niveau des utilisateurs. Donc après, il y a toutes les associations qui vont agir au niveau des députés, faire du lobbying pour faire avancer les choses. Et les solutions, donc individuellement, j'avais envie voilà, de vous les présenter un petit peu, un effort à la fois. Déjà, commencer par s'informer. Ne serait-ce que savoir déjà ce qui existe, c'est un premier pas. Moi, ça m'a manqué énormément au départ de juste pas savoir ce qui existait. Donc, je vous liste un certain nombre de choses que vous connaissez peut-être déjà, mais donc l'agenda du libre qui va parler de tous les événements sur toute la France autour du libre. Je cite le Framablog aussi, parce que j'y fais une revue web toutes les semaines. Donc, voilà, ça vous informe un petit peu sur ce qui se passe dans le monde. Des conférences, des documentaires, voilà, commencez par s'ouvrir l'esprit, découvrir un petit peu tout ce qui se passe. Donc j'ai mis le wiki de la fédération FDN, où on a fait une page best-of, où il y a tout plein de conférences, tout plein de textes. Voilà, donc déjà, vous pouvez déjà regarder toutes ces conférences-là. Il y a aussi pas mal de conférences gesticulées qui sont, j'ai trouvé ici, c'est certainement ailleurs aussi sur Peertube. Donc là ici, Tube conférences gesticulées, donc en particulier la conférence de Lunar que j'ai beaucoup aimé. Il y a les conférences de Franck Lepage aussi, voilà, sur différents sujets qui sont très, très bien à voir. S'informer via des médias diversifiés, parce que c'est sûr que si on est uniquement sur BFM TV, ça va être difficile. Donc sur le web, hein, moi j'utilise beaucoup Mastodon. Ça me permet vraiment de m'informer pas mal sur ce qui se passe. Web, c'est aussi par exemple les flux RSS. Hein, voilà, j'ai plein de trucs voilà, qui m'arrivent tous les jours via flux RSS de différents médias. Donc j'essaye d'avoir voilà, une grande diversité de médias. Il y a aussi les radios. Donc demain, il y a une conférence justement sur les radios libres avec l'April. Le papier aussi, il y a plein de médias indépendants, papier. Voilà. Alors là, c'est un peu du bouche à oreille. Parfois, on découvre des petites perles. Mais essayez voilà, de ne pas rester sur les 4 ou 5 gros médias qui vont forcément délivrer à peu près tous la même parole. Et donc nous enfermer dans une bulle qui n'est pas forcément la bonne. Donc reprendre le contrôle petit à petit, hein, donc déjà en faisant attention à ses données personnelles. Moi j'adore discuter dans les magasins quand, voilà, sous prétexte que voilà, je paye et puis on me demande ah, c'est quoi votre numéro de téléphone. Je dis pourquoi vous voulez mon numéro de téléphone, pourquoi vous voulez mon mail, pourquoi vous... Voilà, donc déjà faire attention, d'ailleurs ça permet de discuter avec les gens, éventuellement les sensibiliser un petit peu aussi. Pareil sur les sites, j'évite en général de cliquer. Moi j'utilise NoScript qui bloque déjà tout le JavaScript, donc en général, les pop-up, je ne les vois pas trop. Mais voilà, donc essayez au maximum de ne pas donner juste ces données pour rien.
Donc, en ce qui concerne la navigation web, j'ai une série d'annexes où je proposerai les outils en plus en détail. Mais typiquement, donc, déjà, Firefox, pour moi, c'est quand même déjà la base en termes de navigateur web. Et il y a plein d'extensions qu'on peut rajouter qui nous permettent justement d'éviter tout ce qui est pas nécessaire finalement à notre navigation et qui récupère nos données en passant. Le mail aussi, tout le monde dit le mail c'est difficile. Moi c'est un des premiers trucs que j'ai changé, hein, mon mail en quelques mois. Donc il y a soit par des chatons, soit par exemple moi je suis passée par Gandhi. Voilà, c'est assez facile en fait de changer son mail. Pareil, j'en parlerai un petit peu dans les annexes. Utiliser si possible des logiciels LIM puisque sinon on ne sait pas ce que ça fait. Donc ça fait partie un petit peu de la reprise de contrôle. Des distributions libres aussi, que ce soit sur son ordinateur, mais aussi sur le téléphone. Donc à Parinux, à Paris, on fait des installs parties tous les premiers samedis du mois et on fait des installs que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Donc on aide justement à reprendre un petit peu le contrôle. L'hébergement, donc on en parlait tout à l'heure pour les chatons. Donc choisir soit, si on sait faire, s'auto-héberger. Si on ne sait pas faire, passer par un chaton qui va juste nous faire le service, mais de manière locale. Et voilà, c'est une petite structure, on les connaît, on fait partie, on est membre d'une association. Ce n'est pas du tout comme passer par des services comme Google, par exemple. Et accès à Internet également. Je parlais tout à l'heure de la fédération FDN. Voilà, faire attention à son accès à Internet. Passer par des structures qui vous garantissent un Internet qui est neutre, c'est-à-dire qui ne sera pas filtré, sur lequel on ne va pas agir. Normalement, Internet, c'est juste, voilà, les tuyaux, c'est censé juste faire passer les messages, hein, rien d'autre. Et puis aussi, dans les efforts, contribuer. Si on est développeur, contribuer, par exemple, au logiciel libre. Mais aussi, ne serait-ce que en transmettant le message. Voilà. Donc, on peut assez facilement faire boule de neige si tout le monde s'y met. Si chacun d'entre vous, là, dans la salle, commence à parler à 2-3 personnes. Voilà. Moi, je crois en ça, en le fait qu'on peut arriver, effectivement. S'il faut, c'est informer, en fait. Voilà, ça commence par l'information. Et si les gens ne sont pas au courant, ils ne peuvent juste pas bouger. Donc, informer du problème, c'est vraiment pour moi le premier pas. Et en fait, on parle d'effort, mais c'est pas tant un effort que ça. C'est comme avec le sport. Enfin, si on passe toute la journée assis sur son canapé, on finit par pas se sentir très bien. C'est comme pour la nourriture bio aussi. Ça demande un effort, effectivement, de se fournir chez des distributeurs bio, mais on se sent quand même un petit peu mieux à la fin, hein. C'est plus facile à digérer. Donc, on se retrouve avec des outils qui ne risquent pas voilà, de fermer du jour au lendemain. Donc ça peut s'arrêter, mais ça peut être repris si l'outil est libre. J'aime bien parler de cet exemple-là, navigation web sans pub. Moi, j'utilise NoScript et à un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais NoScript ne marchait plus. Enfin, les extensions Firefox, il y a eu une journée ou deux où tout était cassé. Et j'ai vu à quoi ressemblait le web. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette horreur? Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis drôlement bien maintenant que j'ai mis toutes ces extensions. Je ne supporterai plus une journée d'avoir le web normal. Enfin, c'est une horreur. Enfin, mais je me suis dit, mais c'est pas possible ce truc. Il y avait des trucs qui s'ouvraient partout. Je reconnaissais plus rien. Évidemment, une meilleure privacy parce que entre intimité, vie privée, bon, on ne sait jamais trop quoi dire. Donc le terme anglais, on va dire, est peut-être un petit peu plus large. Donc voilà, un meilleur respect de notre vie privée, de ce qu'on fait.
que ce soit pour soi ou pour ses contacts, pour les autres, pour ses amis. Beaucoup moins d'addiction. Alors ça aussi, moi, depuis que j'ai mon téléphone sous répliquant, je suis beaucoup moins comme ça. Je télécharge beaucoup moins d'applications. Voilà, c'est vraiment une question aussi d'addiction. Tout est fait pour nous attirer et nous garder dans ces systèmes. Donc utiliser en fait des moyens libres par le fait même que c'est un peu moins facile d'utilisation ou un peu moins joli à regarder ou et ben justement ça crée beaucoup moins d'addiction. Donc pour moi c'est presque un bien en fait le fait que ça soit pas aussi sympathique que les choses qu'on développe exprès pour vous attirer et vous garder. Et globalement, plus de maîtrise et de liberté voilà, dans ce qu'on fait, quoi. Et c'est meilleur pour la planète. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Typiquement, déjà en utilisant, on peut utiliser des vieux ordinateurs, mettre du Linux dessus. Ça permet de ne pas racheter des choses. Donc, on contribue justement à lutter contre l'obsolescence programmée. Encore une fois, les gens qui cherchent à nous récupérer les datas voilà, utilisent des moyens qui sont très coûteux pour la planète. Donc, lutter contre ça, c'est bon pour la planète. Alors, si on a envie un petit peu de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que, ok, c'est bien, mais c'est pas nouveau. Est-ce que, ouais, c'est si important que ça c'est quoi, en fait, la problématique derrière tout ça? Alors, tout ça, c'est lié, en fait, à l'apparition d'Internet. Internet, les logiciels libres, ça a apparu à peu près voilà, à la même époque, fin des années 60, début des années 70. Et ça a été fait au départ par des gens en fait, qui n'avaient pas du tout une philosophie marchande. C'était principalement des universitaires qui voulaient échanger par rapport à leur sujet de recherche. Pareil pour les logiciels libres, on échangeait les logiciels, on essayait de faire marcher le truc sur l'ordinateur. C'est d'ailleurs pour ça que après ça s'est harmonisé et un peu tout marchait avec tout. C'est justement parce que les gens ont échangé. Il n'y avait rien de privateur. Là, surtout ne regarde pas mon code. Si tu veux regarder mon code, il faut que tu payes. Non, au contraire. À l'époque, tout le monde s'échangeait les logiciels de manière à voilà, juste pouvoir travailler ensemble, faire avancer les connaissances, transmettre les connaissances. C'était ça au départ, Internet. Il n'y avait pas le côté marchand qu'on nous a rajouté derrière. Et Internet, c'est une révolution qui est du même ordre que d'abord l'écriture. Voilà, on a commencé par mettre des choses sur papier. Ensuite, l'imprimerie qui a quand même permis de diffuser la connaissance à beaucoup plus large échelle. Mais maintenant, avec Internet, c'est mondial. Et puis tout le monde, en fait, peut à la fois accéder à la connaissance et aussi s'exprimer. Donc c'est vraiment quelque chose qui structure différemment la société. Puisque maintenant, tout le monde est en mesure de parler, de s'exprimer, de changer les choses, de s'organiser en ligne avec d'autres. C'est quelque chose qui est énormément facilité par Internet, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et Internet, à la base, ça a été conçu comme quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire que toutes les spécificités sont accessibles à tout le monde. À partir du moment où on obéit aux protocoles qui finalement sont décidés entre les différentes personnes qui font Internet, à partir du moment où on colle au truc, on se raccroche, on participe nous aussi. C'est sans centre. C'est pas que c'est décentralisé, c'est juste sans centre. Ça n'a jamais eu de centre, Internet. C'est plusieurs trucs qui sont raccordés au fur et à mesure, donc justement en essayant de définir des protocoles communs.
Et donc aussi une y mettre. Alors ça embête beaucoup les gens. Hein. Voilà. Il y a les Russes qui aimeraient bien avoir leur Internet à eux avec un mètre qu'ils aiment bien, les Chinois aussi, mais voilà, de base, Internet, ça appartient à personne, personne n'en est maître. C'est bien gênant. Et Internet, c'est aussi quelque chose, justement, de manière à ce qu'on puisse au maximum échanger et que ça soit au maximum compatible avec les différents réseaux. C'est quelque chose qui est très bête, c'est juste, voilà, on veut juste faire passer des trucs dans les tuyaux. Et l'intelligence est en périphérie. L'intelligence, c'est les utilisateurs, les gens qui vont mettre des choses sur des sites. Voilà. Donc, normalement, ça doit ressembler à ça, Internet. C'est quelque chose où il y a l'intelligence. Vous vous rappelez ce que je disais sur les téléphones portables tout à l'heure. C'est un peu le contraire qui se passe maintenant. C'est que ça devient complètement bête, les terminaux, et puis l'intelligence, c'est recentralisé. Alors qu'au départ, c'était le contraire. Et le fait que, justement, ce qui passe dans les tuyaux soit neutre, c'est-à-dire non filtré, on n'agit pas sur ce que vous allez transmettre. On ne va pas décider que si vous allez par là, enfin, si vous voulez aller sur tel truc plutôt que sur tel autre, bah non, on ne va pas vous laisser passer. Ça, c'est extrêmement important pour la neutralité, pour la liberté d'expression. Parce qu'à partir du moment où on commence à vous empêcher d'aller à certains endroits, ou à vous empêcher d'avoir accès à telle ou telle information, ou vous empêcher de vous exprimer, ou à changer votre message, hein, parce que on ne sait pas du coup si quand ça commence à être filtré ou quand on commence à agir sur le réseau, ce qu'on peut faire. Hein, on peut très bien aussi déformer votre message. C'est crucial pour la liberté d'expression. Donc cette anarchie, alors j'aime bien parler d'anarchie pour Internet parce que c'est ça en fait, c'est un truc qui est sans commandement, sans pouvoir, c'est un truc qui est en fait qui s'auto-organise. Ça a été en fait choisi comme ça. Alors on dit ouais c'est l'armée qui a fait appel aux hippies. Bon c'est une version on va dire de l'histoire, mais c'est finalement assez vrai, c'est qu'en fait on a demandé à des gens qui étaient dans les universités, à l'époque, effectivement, il y avait quand même pas mal de hippies. Et donc, voilà, les années 70, il y avait quand même une certaine atmosphère dans l'air. Et c'est à ce moment-là que ça a été, finalement, ça s'est construit, Internet. Et ça a été construit aussi comme ça, parce que c'était résilient. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas quelque part de centre, ça fait qu'on peut couper ça éventuellement quelque part, mais c'est pas grave, le reste, il va continuer à marcher. C'est très difficile à couper, en fait, Internet. Ça devrait être difficile à couper, et c'est ça qu'il faut aussi préserver, parce qu'à partir du moment où on va essayer de remettre du pouvoir, d'essayer de contrôler la chose, ça va devenir beaucoup plus fragile. Alors que tant que ça reste complètement accentré, c'est beaucoup plus difficile à détruire. Voilà, donc je cite un certain nombre de choses qui font partie un petit peu de la philosophie Internet. Donc le bazar plutôt que la cathédrale, l'horizontalité plutôt que la verticalité, c'est encore des choses, voilà, c'est un peu le bazar. Pensez à Wikipédia. Hein. C'est le bazar, mais ça marche. Mais c'est quelque chose qui va juste... est fait de la contribution des personnes et qui n'est pas particulièrement contrôlé par au-dessus. Et tout le monde, a priori, au même niveau. Normalement, Internet, voilà, chacun peut à la fois émettre et recevoir. Normalement. Bon, avec un téléphone, c'est plus dur. C'est pas vraiment sur Internet. Et tout ça est lié aussi à la philosophie du libre. Puisqu'encore une fois, ça s'est passé un petit peu au même moment. Donc cette philosophie du partage, voilà, des outils de la connaissance. Donc tout ça, ça s'est construit en même temps qu'Internet. Voilà, donc c'est tout ça hein, qui est aussi important de préserver. Quand on repart vers les GAFAM, c'est au contraire des entreprises qui cherchent justement à recapter, recentraliser quelque chose qui, normalement, justement, doit juste permettre de communiquer.
on essaie de mettre des entreprises justement, qui essayent de faire de l'argent. Et donc, pour faire de l'argent, bah oui, voilà, il y a plein de choses qui vont se construire. Alors qu'à la base, c'était au contraire quelque chose qui permettait d'échanger la connaissance. Voilà, donc du coup, comme Internet, c'est pas bien, parce que non, mais le partage libre, ça fait pas de l'argent. Hein. Enfin, donc on a tout le monde qui essaie de faire autre chose. Donc les BOF, je sais pas si vous savez, c'est Bouygues, Orange, Free et SFR. C'est comme les GAFAM, mais pour les opérateurs. Le Trinet, alors je m'y trie plus net, parce que Trinet, on parle de Trinet pour Amazon, Facebook et Google, qui essayent chacun de faire leur Internet. Donc ils vont fournir Internet. Google qui tire des câbles, qui envoie des ballons. Amazon, je crois que c'est les satellites. Enfin bon, voilà. Donc ils contribuent, voilà, ils construisent un bout d'Internet, mais du coup, ils le contrôlent aussi. Donc, Minitel 2.0, là, je vous renvoie aux conférences de Benjamin Bayard, qui en parle bien mieux que moi. Mais l'idée, encore une fois, c'est que Minitel 2.0, vous avez un service qui est centralisé et puis les terminaux qui sont bêtes et qui vont accéder à ce service-là. Et on essaye de refaire ça, alors qu'Internet, justement, ça devrait être le contraire. Donc les clouds privateurs, on en a déjà parlé. Les DRM, donc les Digital Rights, alors c'est plutôt Digital Restriction Management qu'il faudrait dire. Donc tout ce qui nous empêche finalement de faire avec un livre numérique ce qu'on peut faire avec un livre papier. Parce qu'un livre papier, une fois que je l'ai acheté, bah, je peux le donner, je peux le prêter, je peux le photocopier éventuellement. Alors que là, bah, avec un livre numérique, on ne peut même plus le prêter. Enfin, donc, bon, si on appelle ça le progrès. On essaie de réguler Internet, alors sous des prétextes toujours très sympathiques. Donc, évidemment, il y a les méchants terroristes, il y a les méchants, les haineux, Bon, donc on essaye de réguler Internet, donc de faire passer des choses qui finalement imposent un filtrage. Souvent, voilà, on aimerait bien filtrer ou alors faire en sorte que bah, finalement tout le monde n'ait plus le droit de s'exprimer librement. Normalement, la liberté d'expression, c'est un juge qui doit décider si vous avez le droit ou pas. Alors que là, on aimerait bien que ce soit les plateformes qui fassent ça. Et donc, bah, si vous commencez à passer des messages qui ne plaisent pas, et bah, vos messages ne vont plus passer. Et c'est ça qu'on essaie de construire en ce moment. Alors que justement, avec Internet, Internet, c'est un outil génial qui nous permet vraiment à tous de diffuser nos messages, de communiquer entre nous, d'échanger les connaissances. Et ça, voilà. Non, alors il faut fermer, t'as pas le droit de diffuser ça, t'as pas le droit de t'exprimer comme tu veux, toujours sous prétexte que voilà, y a des méchants terroristes et autres pédophiles qui sévissent sur Internet, mais ils sévissaient bien avant Internet. Ils n'avaient pas besoin de ça. Donc toutes ces régulations, finalement, pour surveiller, maîtriser. C'est important pour gouverner quand même. Et surtout extraire donc, la valeur jusqu'à l'épuisement. Donc, voilà, continuer à pomper les données, pomper l'argent, sans pouvoir s'arrêter finalement. Enfin, donc voilà, ça c'était un peu les horreurs. Alors heureusement quand même, il y a des gens, donc typiquement la Quadrature, la Fédération FDN, pour les logiciels libres, par exemple l'April, voilà, il y a des gens qui vont essayer d'agir au niveau des lois, au niveau des députés, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il y a aussi une prise de conscience collective. Les gens commencent à effectivement prendre conscience qu'il y a un petit problème, en particulier depuis Snowden. Il y a eu le RGPD, par exemple. Voilà, ça, c'est une avancée qui n'est pas négligeable. Donc, avec la notion de consentement. Mais bon, évidemment. Alors, mais ceci dit, c'est bien parce qu'on sent que ça bouge aussi, par exemple, aux États-Unis.
ils aimeraient bien avoir un RGPD aussi. Voilà, donc ça fait un petit peu boule de neige. En ce qui concerne la neutralité du net, ils n'arrivent pas tant que ça finalement à la supprimer. Enfin, ils commencent à avoir des petits soucis. Il y a les États qui disent si, moi je veux avoir la neutralité du net. Voilà. Donc il y a quand même, voilà, les gens ne se laissent pas tant faire que ça. Et c'est plutôt voilà, une bonne nouvelle. Alors on pourrait se dire, ouais, ok, d'accord, machin, mais bon, il y a réchauffement climatique, il y a liberté des peuples, tout ça c'est quand même un peu plus important que vos histoires d'Internet ou de GAFAM. La pauvreté dans le monde, les droits des femmes, les droits des minorités, bon, non pas ça. En fait si, parce que Internet ça permet tout ça, ça permet de lutter justement pour toutes ces questions-là. Alors, ça ne sert pas forcément pour acheter, ça on s'en fiche, pour se laisser abrutir par des vidéos, c'est pas fait pour ça, Internet, ça devrait pas être fait pour ça. Il faut arrêter de se laisser abrutir, en fait. Quand je parlais de zombies, moi, à chaque fois que je vais dans la rue et que je regarde tous les gens qui sont comme ça avec leur téléphone, voilà, je me dis à chaque fois, tiens, ça c'est un zombie de plus. Ça m'aide d'ailleurs aussi à être moins sur mon téléphone, parce que, voilà. Donc, Internet, c'est fait pour communiquer, c'est fait pour s'informer. C'est fait aussi pour apprendre, pour pouvoir alerter si besoin, pour défendre nos droits. Donc on regardait toutes les choses avant. Internet, justement, c'est un outil crucial en fait. C'est ce qui peut nous permettre de nous organiser collectivement et mondialement. Et à l'échelle de la planète. Si on n'a plus ce moyen de communication ou de transmission des connaissances, si on nous referme sur nous-mêmes, si on empêche justement le fait qu'Internet soit Internet et qu'on le recentralise, on le remilitarise, on ne va plus bientôt pouvoir s'organiser et lutter collectivement. Non, c'est pas ça. Donc, il faut le préserver, Internet. Donc là, je dis un petit peu ce qui est ma façon de voir un peu ce que c'est que cet Internet libre là dont je parle. C'est pas forcément quelque chose qui va dépendre du matériel ou des logiciels. Enfin, je veux dire, dans 100 ans, je sais pas ce qu'on va avoir comme matériel, je sais pas ce qu'on va avoir comme réseau. Là, en ce moment, c'est la DSL, après c'est la fibre, machin. C'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est les principes, en fait, autour de ça. Donc le fait que ça soit neutre, on en a déjà parlé, c'est vraiment une question de liberté d'expression. À partir du moment où on commence à filtrer le message, c'est plus bon. Donc quelque chose qui reste non centré, qui fonctionne justement de façon pair à pair entre les gens, donc sans un organisme ou quelque chose qui chapeaute le tout et qui soit finalement le maître d'Internet. Il faut multiplier les interconnexions. C'est-à-dire que si vous avez un pays, je pense par exemple à la Russie, où vous avez en gros un opérateur qui vous permet de sortir du pays, ça ne va pas. Il faut au contraire qu'il y ait plusieurs opérateurs. Un réseau, Internet, c'est fait de plusieurs réseaux. Donc chaque opérateur fait son bout de réseau. Et c'est pour ça que faire des fournisseurs d'accès alternatifs, associatifs, ici, c'est important, qu'il y ait de la diversité, qu'il n'y ait pas juste un opérateur. Si il y a un seul opérateur, c'est très facile à contrôler. Et que ça reste facile à faire, parce que sinon, c'est pareil, il n'y aura que certaines personnes qui pourront le faire. Donc, le fait que ça soit simple, pas cher, ouvert, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour Internet. Et le fait que, pour moi aussi, ce qui est important, c'est que ça reste sans frontières. Si on commence à dire, je fais un Internet en Russie ou un Internet en Chine, c'est plus pour moi un Internet. Pour moi, Internet, c'est quelque chose qui est vraiment mondial, qui permet justement de discuter au niveau mondial. Donc, il y a ça, donc ces principes à respecter, et puis l'importance des logiciels qu'on utilise et du matériel, donc le plus libre possible, parce que sinon, c'est pareil, on ne sait pas ce que ça fait. On ne peut pas les réparer, donc ça, c'est pas bon. On ne peut pas les améliorer, et puis donc ça finit par ne plus marcher au bout d'un certain temps. Voilà, on est fichu. Ouais, c'est encore de l'inclusive. Donc, l'heure du choix, alors j'ai barré en fait effort ou confort.
hier, hein, parce que je me disais, en fait, c'est même plus tellement la question d'effort ou confort, on n'en est plus là. C'est plutôt, est-ce qu'on choisit de résister ou est-ce qu'on abandonne la partie, quoi. C'est pas une question de confort, là. C'est juste... est-ce qu'on choisit la planète ou est-ce qu'on choisit l'argent et puis le fait que bah, du coup ça va assez vite se casser la figure parce que là on parle de planète, on parle de choses à faire, mais qu'est-ce qu'on nous propose bah, d'aspirer de plus en plus nos données, de nous fournir de plus en plus de pubs, ça part pas du tout dans la bonne direction là. Est-ce qu'on choisit donc la liberté hein, de s'exprimer, de manifester, ou est-ce qu'on choisit le cocon panoptique hein. On est dans notre petit cocon, dans notre petite bulle, bien surveillé. Et donc le choix, pour moi, est-ce qu'on fait réseau c'est-à-dire, est-ce qu'on choisit justement, donc, par exemple pour les fournisseurs d'accès à Internet, donc, voilà, on construit nos bouts d'Internet, mais faire réseau, pour moi, c'est aussi les chatons. Voilà, on se construit des réseaux. Ça peut être sur d'autres plans. Voilà. Est-ce qu'on choisit justement d'essayer de construire, nous, quelque chose, faire réseau, quelque chose qui justement satisfait au principe précédent, ou est-ce que bah, on les laisse faire et donc on laisse le réseau disparaître? J'aime bien cette citation. Ça dit tout, en fait. Internet, c'est pénible. C'est juste, pour un gouvernement, des gens qui s'auto-organisent, c'est juste flippant. Voilà, donc, chaton, maton. Bon, ça, c'est un truc que j'ai récupéré sur Internet aussi qui m'a fait rigoler. Livres pour enfants de George Orwell n'ont pas connu de succès. Voilà, donc la techno-utopie infernale, la barbarie, puis après, voilà. Donc on est, je ne sais plus exactement à quel niveau, mais on doit être vers la partie médiane en ce moment. Et, alors je ne voulais pas terminer sur une note, donc je voulais terminer par une citation de Bayard qui me parle toujours et qui contribue à donner de la pêche. Voilà, donc ce qui fait qu'on gagne à la fin, c'est juste qu'on réussit finalement à faire changer le monde malgré tous les empêchements qu'on essaye de nous mettre. Voilà. Et donc il faut agir, il faut faire en fait, il faut pas se laisser faire. Alors après il y a plein d'annexes, donc je ne sais pas quel temps il est, je ne sais pas si vous avez... Bon, j'ai encore du temps du coup, moi j'ai 2 heures. Il te reste 20 minutes. Hein 20 minutes. J'ai 20 minutes, donc j'ai le temps. Alors on va parler un petit peu des annexes, et puis après comme ça il y aura quand même le temps des questions. Donc quelques documentaires, donc je ne sais pas si vous les connaissez déjà, mais Nothing to Hide, c'est vraiment bien pour comprendre un petit peu ce qu'on peut récupérer de vous, voilà, au niveau données. Il y a donc Internet ou la révolution du partage. En fait le grand film, c'est La bataille du livre, mais il me semble qu'il n'est pas en accès libre pour l'instant. Il est juste diffusé par des associations. Donc, par contre, ça, c'est accessible. Alors ça, voilà, le documentaire d'Arte sur la propagande m'avait bien plu. Ça, c'est un truc qui m'a fait complètement flipper. Ces financiers qui dirigent le BlackRock, c'est là où on apprend qu'en fait, le truc qui finalement gouverne un peu tout, c'est une espèce d'entreprise qui n'est même pas une banque, donc elle n'est même pas régulée comme une banque. Ils ont des actions au départ dans les entreprises et puis leurs concurrentes, donc en fait, il n'y a même plus vraiment de concurrence, quoi. Ils détiennent je ne sais pas combien de fonds de pension alors aux États-Unis, mais donc aussi en Amérique latine. Et puis là, ils seraient peut-être intéressés aussi en France. Bon, avec les réformes ici des retraites, peut-être que bientôt. Voilà. Oui. Le micro. Alors, on n'en est pas encore complètement en question, mais tu veux poser tout de suite une question ? Est-ce qu'on peut toujours consulter cette vidéo? J'ai essayé de télécharger sur YouTube et puis ça n'a pas été possible. Ah, pour Arte? Oui. Ouais, alors, normalement c'est en libre service jusqu'à décembre, mais je pense que si sur YouTube non plus?
Non, j'ai essayé 2-3 semaines en arrière. En tout cas, ça n'a pas joué pour moi. Bon, bah, parce que moi, moi, je peux la regarder, mais bon, bah, je sais pas, il faut contacter Arte parce que normalement, c'est jusqu'en décembre qu'elle devait être disponible, donc faut leur dire. Voilà, donc là, si vous avez vraiment envie de flipper un peu, regardez cette vidéo là sur BlackRock. The Great Hack, j'ai vu très récemment. C'est autour de Cambridge Analytica. Donc là, bon, c'est fait d'une manière qui est un petit peu plus... bon, la présentation est parfois un petit peu trop dramatique, propagande un peu, mais c'est quand même assez sympa globalement à regarder, The Great Hack, donc sur Cambridge Analytica. Quelques articles voilà, sur les degrés de séparation. Je vais regarder. Ah oui, donc c'est 3,5 en 2016. Je me suis trompée tout à l'heure. Donc c'était 4,74 en 2011, 3,5 en 2016. Donc on imagine qu'en 2019, voilà, ça a encore un petit peu baissé. Voilà, sur le Trinet, c'est un article qui est assez intéressant. Donc encore une fois, vous pouvez télécharger ça sur mon site. Donc si vous pouvez cliquer sur les liens. Ah oui, alors j'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler, pour cette histoire du libre arbitre, parce que voilà, c'est à nous de choisir, etc. Donc il y avait cette histoire de la consigne, où avant, donc c'était aux États-Unis en l'occurrence, mais bon, ça se passe un petit peu pareil partout. Avant, donc, on avait des bouteilles en verre, et puis donc les entreprises se sont dit ouais, mais ça ne nous permet pas de faire assez d'argent, donc on va passer aux bouteilles en plastique. Et après, du coup, les gens les jetaient un peu partout. Et donc là, ils ont fait des pubs en disant oui, alors c'est de votre responsabilité, pensez à jeter. Ben, c'est pareil ici, hein, voilà, trier, machin. Voilà, c'est à vous de faire attention. C'est vous qui jetez partout, il faut être responsable, etc. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste eux qui ont décidé et ils ne veulent pas revenir dessus. Il y a pas mal de lobbying contre justement le retour de la consigne, alors que c'est un système qui serait bien meilleur pour la planète. Mais on va toujours dire, oui, non, mais c'est aux individus d'être responsables, de faire... Ça ne va être jamais aux grandes entreprises. Donc on va toujours être responsabilisés, nous. Voilà. Donc lisez cet article-là du Monde Diplo, il est très intéressant. Cet article-là que j'ai découvert alors qu'il date de 2016, donc ça c'est Pouillou, et qui est très intéressant aussi, je vous invite à le lire. Alors ça, Internet, c'est un truc de hippie, c'est un article de Laurent Schema, qui est très sympa aussi, voilà, sur les débuts d'Internet et le lien avec les hippies. Un très bon article sur les intermédiaires techniques, donc justement qui discute un petit peu de la notion d'intermédiaires techniques. Donc on a les hébergeurs. On a aussi les éditeurs et voilà, ça questionne est-ce qu'on a besoin d'une troisième notion ou est-ce que ces deux-là suffisent. Bon, là, je fais un peu de pub pour quelques sites, donc Quadrature du Net. Bon, j'imagine que. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme de service d'Henry, donc ça, c'est pour justement vous lire les CGU, les conditions générales d'utilisation, et ça vous fait un petit résumé parce que sinon elles sont trop longues et on n'arrive pas à savoir à quoi on consent. Ça, c'est très bien, une carte des câbles sous-marins, donc qui vous indique un petit peu tous les câbles Internet qui passent. D'ailleurs, depuis le début, en fait, je me dis, je pourrais en fait cliquer un peu parce que normalement, je ne sais pas si ça marche en fait, je ne sais pas comment ça va marcher ça. Ah ouais. Il faut que tu le fasses glisser. Ouais, s'il veut bien. Et si mon accès Internet le veut bien aussi. Mais sinon, bon, c'est pas grave, ouais, ça a l'air d'être un peu long. Ça arrive. Voilà, donc là, vous avez la carte mondiale de tous les câbles Internet sous-marins. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas, mais normalement, ils sont là. Pourtant, ouais, si ça arrive, ouais, c'est long. C'est long, ça a le temps d'arriver. Voilà. Et on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut regarder à qui ça appartient, etc. Donc, j'aime beaucoup cette carte-là. Voilà, donc...
Vous avez aussi tout un dossier ici justement qui vous explique en long, large, à travers voilà, le fait que Google s'approprie de plus en plus, enfin achète de plus en plus de câbles. Voilà, quels sont les enjeux derrière voilà, qui possède quoi au niveau des câbles. Alors clic, 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 bah, vous essayerez. En fait, ça vous décrit à chaque fois ce que fait votre souris. C'est qu'en fait, ça, ouais, si je vais le faire. Allez, clic, 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 clic. Mais ça marche pas très bien chez moi parce que j'ai tellement de trucs qui bloquent que je suis pas une bonne testeuse pour ça. Voilà. Subject obtain wetline in surface. Voilà. Donc ça me fait un peu. Ah, je suis perdu. Bon. Je suis pas très douée. Mais bon, bref, ça vous dit juste ce que fait votre souris. Ça vous montre comment on vous observe, en fait. Donc, voilà, c'est assez marrant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, du coup, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai... Attends, ouais. Ah, voilà. Voilà, c'est très flippant, ce truc. Bon, donc ça dit tout ce que je suis en train de faire avec ma souris. Bon. Voilà. Donc ça vous dit exactement ce qu'un site web peut voir de vous, du coup. Allez, on va fermer ça, voilà. Alors, encore quelques petits trucs, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas les frames à machin, donc voilà, c'est tout ce qui peut vous permettre un petit peu de vous dégoogliser et plus généralement vous décafamiser. Donc il y a plein de choses là-bas, donc voilà, essayez d'aller voir. Alors je voulais détailler un petit peu pour sortir justement pour avoir un mail à soi. Moi je suis passée par Gandhi. C'est très simple, en fait, vous louez un nom de domaine, ça vous permet également de, par exemple, faire un site avec ça. Donc vous avez votre adresse avec votre nom à vous. Ce qui vous permet, parce que si vous passez par exemple par un Gmail, bah, ça va être @gmail. D'accord ? Alors que moi, c'est par exemple, j'en ai un à @chris.eu. Voilà. Ce qui me permet éventuellement ensuite de changer d'hébergeur, mais de garder mon adresse. Sinon, il y a des chatons. Donc moi, je cite ceux que je connais, hein, mais il y en a certainement plein d'autres. Il y a l'autre net et la mère Zaklis. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt des noms justement en l'autre.net ou en Zaklis. C'est Zaklis.net. C'est bizarre parce qu'il me semble que je les ai. Si je l'ai mis, c'est que ça marchait. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Ouais, si, moi j'arrive sur un site, Zaklis, mais... Ouais, en gros, ils ont peut-être les deux. je crois que .com c'est pour tout le site, sauf .net pour les mails en fait. Ah, flûte. D'accord, donc il faut que je mette .net pour les mails alors. Enfin, je pense qu'en allant sur le .com, ils doivent rediriger, j'imagine. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que bah, c'est pas si difficile que ça. Le seul truc difficile quand vous prenez un mail, on va dire normal, c'est juste que bah, il faut prévenir vos contacts ou faire une redirection, quoi, c'est tout. Mais le reste, le côté technique, moi j'ai réussi à le faire alors que je n'y connaissais vraiment rien il y a 5 ans. C'est vraiment pas une des choses les plus difficiles que j'ai réussi à faire. Je sais pas pourquoi ça marche parfois et pas parfois d'autres. Ça marche plus. Peut-être parce que ma souris elle est pas. Bon, ça marche plus. Bon, la présentation a coincé. Pourquoi? Ah, si, ça marche maintenant. On peut aussi avoir un mail. Moi, par exemple, je suis chez FDN et ils fournissent un service de mail. Donc, j'ai un mail aussi FDN. Donc, il y a un certain nombre de FAI de la Fédé qui fournissent du mail aussi. Je voulais parler aussi de Nextcloud qui permet de faire des partages entre ces différents appareils. Moi, par exemple, j'ai plein de choses. Si
Si j'ai mes cours sur mon ordi, ils vont être aussi sur mon téléphone, et c'est grâce à Nextcloud. Ça peut permettre aussi de partager des agendas. Et donc typiquement, j'avais envie juste de parler un tout petit peu de Parinux, qui est maintenant un chaton, et donc qui fournit aussi un Nextcloud. Et donc là, je suis allée sur le Nextcloud que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Donc la personne s'appelle Test. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça, un Nextcloud. Donc vous avez, vous pouvez partager vos documents, et vous avez plein de choses à côté, agenda. Vous pouvez faire plus, il y a tellement de trucs, il y a les services de sondage, de carnet, de discussion. Voilà, donc c'est un ensemble de services. Vous pouvez rajouter d'ailleurs certaines apps. Voilà, donc Nextcloud, c'est vraiment un truc très complet, et que vous pouvez soit installer chez vous sur votre propre serveur si vous savez faire, soit justement utiliser par exemple le Nextcloud d'un chaton. Voilà. Et pour Parinux, donc il y a le Nextcloud pour les amis de Parinux. Bon, il y a un petit peu moins de stockage que pour les adhérents, mais bon, l'adhésion c'est 10 €. Donc on va dire que si vous avez besoin d'un Nextcloud, c'est pas très cher. Et ça ne marche toujours plus. Bon, de toute façon, je pense que je vais bientôt passer aux questions, parce que j'ai dit grosso modo, le reste de toute façon est sur les slides. Ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Bon, passons aux questions. Peut-être que ça va remarcher plus tard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, je suis désolée, c'est encore un peu décousu. C'est pas bon. Faut que je m'entraîne. Alors, il y a un micro vert devant, il y a un micro orange au fond aussi. Non, mais les images, moi, je ne sais pas faire. Ah voilà, tiens, je voulais parler d'Unos, la brique Internet. Bon, ça aussi, c'est des solutions qui vous permettent de vous auto-héberger. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la brique Internet, mais c'est un projet qui a été justement soutenu par la fédération FDN, et qui vous permet d'avoir finalement un espèce de mini-ordinateur. Enfin, c'est un Olimex, donc avec un VPN fourni par un FAI de la Fédé, et qui vous permet d'avoir votre site, votre mail, de vous auto-héberger chez vous dans votre petite brique. Donc c'est un projet, et de diffuser du Wi-Fi, par exemple, chez vous, du Wi-Fi qui est fourni par votre VPN. Voilà. Je voulais parler un tout petit peu de tout ce qui existait côté réseaux sociaux, donc tout le fait divers. Donc là, c'est pareil, vous regarderez si ça vous intéresse. Il y a tout plein de choses qui existent. Donc Mobilisons, qui est fait en ce moment par Framasoft pour justement sortir les gens de Facebook pour tout ce qui est organisation d'événements. Donc tout ça, c'est des projets qui nous permettent de nous sortir un petit peu des GAFAM et de nous organiser nous-mêmes. Pétition, pour faire des pétitions libres. Voilà. Bon, après, il y a des extensions. Donc, NoScript, moi, ce que j'utilise, ça bloque tout ce qui est JavaScript, c'est génial. Minimal, si vous ne connaissez pas et que vous utilisez YouTube, ça vous donne une vue minimale. Donc, ça vous évite d'être à chaque fois sollicité pour voir la prochaine vidéo. Donc, ça vous permet d'avoir une vue minimale. C'est très chouette pour justement être un peu moins addict. InVidition, ça vous renvoie tout ce qui est vidéo YouTube sur InVideo, en fait, qui vous permet en fait de ne pas avoir tout ce qui est tracking de Google. Et ça vous renvoie aussi Twitter sur Nitter. Donc là, c'est pareil. Moi, j'utilise ça, donc du coup, je ne vois plus du tout Google. Je ne vois plus Twitter non plus. Et Peertubify, j'en ai pas parlé de Peertube, mais c'est une alternative à YouTube qui est là aussi sur une base décentralisée, donc avec plusieurs instances, qui permet justement de ne pas aller sur YouTube et de faire notre propre partage de vidéos. Et donc cette extension permet de renvoyer YouTube sur Peertube. Alors celui-là, ça vous permet, en fait, quand vous allez sur Amazon pour acheter un bouquin, ça vous indique les librairies où vous pouvez acheter
pour pas aller chez Amazon. J'ai pas parlé d'Amazon, mais c'est vrai que Amazon, c'est peut-être le GAFAM dont j'ai le plus de mal à sortir, en fait, parce que c'est vrai que c'est pratique. Donc je me force à ne plus passer par Amazon. Mais il y a une époque où je passais quasiment que par ça. Bon, et puis après, les outils libres, j'imagine que on peut en parler dans les questions si jamais vous avez des questions là-dessus. Donc je cite un petit peu ce dont je me sers. On n'a pas parlé de chiffrement, mais ce n'était pas tellement le propos. Et puis après, pour les ordinateurs sous Android, donc F-Droid, Exodus, bon, il y a plein de choses. On pourra en reparler, j'ai un stand où on parle un petit peu de toutes ces solutions-là. Voilà, c'est fini. Ouais. Il y a un micro là. Oh, non, mais j'en ai un. D'accord. Non, j'avais juste une question. Déjà, merci, c'était très clair. Et je pense que le problème est assez évident quand on en parle. Et comment progresser et faire les choses mieux en tant qu'individu et potentiellement dans notre cercle proche, c'est aussi clair. Par contre, une question que je me pose, c'est... déjà, c'est super, hein, parce que Oui. moi, ça me paraît pas encore complètement clair dans ma tête, en fait. Mais c'est en discutant, justement, qu'on essaie de un peu construire la chose. Mais par contre, une question que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse, c'est comment est-ce qu'on pourrait, à moyen long terme, envisager une évolution globale, une société qui serait pas majoritairement gérée par des choses comme les GAFAM aujourd'hui, par des gros acteurs. Parce qu'il y a des outils comme aujourd'hui Mozilla Firefox qui sont extrêmement répandus et utilisés par beaucoup. Et voilà. Mais par contre, pour des choses comme Google Drive, les suites Office, Photoshop, c'est très minoritaire et je sais pas comment, parce que c'est bien que nous on utilise autre chose et qu'on en parle autour de nous, mais je pense pas que ce soit suffisant pour qu'une majorité de la population y passe. Oui, alors pour moi, c'est une question un petit peu aussi d'effet boule de neige. Après, on a de la chance parce qu'ils font de plus en plus de bêtises. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouvelles affaires, ça permet justement de parler un peu aux gens et de leur expliquer le problème. Je pense que pour tout ce qui est Google Drive, etc., enfin, il y a quand même pas mal de solutions qui sont développées qui vont... Alors, tout n'est pas encore parfait, mais tu as quand même plein de trucs en libre qui marchent bien, hein. Donc après, le tout, c'est justement expliquer, moi je sais qu'au niveau des collègues déjà, pour leur faire quitter ce Google Drive, mais on y arrive, hein. Là, moi avec mes élèves, j'utilise des pads déjà pour s'organiser. Et l'année dernière, justement, on a transmis les notes via mon Nextcloud à moi. Moi, j'avais un argument simple, c'est que j'arrive pas à aller sur Google, moi je veux pas toucher à Google. Vous savez, c'est un petit peu comme les véganes, et non, mais moi, je touche pas à ça, je n'en mange pas. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais non, mais moi, je ne peux pas utiliser ce service-là, donc trouve-moi autre chose ». Parce que souvent, c'est l'inverse, en fait, qu'ils font, c'est « Ah oui, mais non, mais, tout le monde utilise WhatsApp, t'as qu'à utiliser WhatsApp ». Moi, je fais le contraire, je dis « Mais non, mais moi, non, non, s'il faut passer par WhatsApp, non, je ne peux pas, je peux pas ». Et ça peut, on va dire, au moins, ça enclenche un dialogue. Et parfois, ça suffit, en fait. Mais par contre, j'aurais pas pu faire ça si je pouvais pas proposer une solution alternative. Mais le fait que je propose une solution alternative, après, les collègues, ils sont aperçus que ça marchait pareil. Hein. Et puis, ils ont réussi à s'en servir, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Simplement, et voilà, il faut, dire, non, moi, je peux pas m'en servir. Par contre, j'ai ça, qui marche bien aussi, ça marche pareil. Voilà. Mais ce genre de solution, c'est très bien, mais je pense que, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que ça a un impact quand même relativement mineur, et que si on veut changer à l'échelle d'une société ou d'un État, il faudra avoir des actions peut-être plus fortes, peut-être politiques, des choses comme ça. Oui, alors je pense que tous les moyens sont bons et qu'il ne faut pas dire il faut faire ça et pas ça. Enfin,
Ceux qui peuvent agir au niveau des députés, ils le font. Ceux qui peuvent, juste en communiquant, en parlant au niveau individuel, en essayant de faire changer, ils le font. Je pense que c'est en faisant tout à la fois en fait, qu'on a le plus de chances d'y arriver. Il ne faut pas juste se restreindre à une seule méthode. Tout moyen est bon en fait. Et ce qui est important, c'est justement de savoir aussi un peu pourquoi on le fait. Je ne sais pas si si je suis arrivée à faire passer le message, parce que c'est pas encore très bien construit. Faut que je réfléchisse à la manière de le présenter, mais si on comprend un peu l'enjeu qu'il y a derrière et que c'est vraiment important pour la suite et vraiment dans les prochaines années. Voilà, si on commence à se convaincre de ça, c'est plus facile aussi de faire un effort, de commencer à changer, d'en parler autour de soi. Et c'est pas juste une question d'informatique. Je pense que voilà, les gens qui sont sensibles au niveau des questions écologiques, et puis je crois que là on est de plus en plus à y être sensible, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et justement, ça peut être un angle d'attaque qui est, que tout le monde comprend en fait. Moi, je trouve que leur hégémonie est surtout basée sur l'inculture ou la sous-culture technique des gens, ou la sous-culture de savoir qu'il y a autre chose, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut informer. Pour moi, ça c'est un des trucs les plus importants, c'est d'en parler autour de soi, de communiquer, À partir de là, qu'on utilise NetCloud ou autre chose, c'est pareil. Alors, ça dépend de l'autre chose quand même. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou à discuter, parce que justement le but c'est aussi un petit peu d'échanger autour de tout ça. Bonjour. Déjà, merci pour votre présentation. C'était juste pour partager deux choses par rapport à des alternatives. Déjà, Firefox, j'ai lu en détail leur politique de confidentialité qui est pas reluisante partout, où ils vendent des données anonymisées, etc. Mais bon, n'empêche que... si l'objectif c'est de garder ces données, etc., ça peut être bien de s'en renseigner pour d'autres navigateurs qui prennent vraiment pas de données. Et sinon, par rapport à LibreOffice, qui est assez connu et assez utilisé, etc., que j'aime bien, mais pas... pour LibreOffice Writer, du coup, c'est assez simple d'utilisation, mais il y a beaucoup de gens, dans mon cercle d'amis, que j'essaie de convertir à Ubuntu. Ils disent tous qu'ils peuvent pas parce qu'ils doivent faire des PowerPoint et des tableaux Excel et que LibreOffice leur plaît pas assez. Mais du coup, non, moi, j'utilise pas LibreOffice non plus. J'utilise LaTeX. Je sais pas. Ouais, j'aime bien LaTeX aussi, mais LaTeX c'est pas un argument convaincant pour les. LibreOffice aussi. Mais j'avais beaucoup de mal avec Word. C'est juste oui. voilà. Mais les gens qui n'ont pas envie d'utiliser LibreOffice Calc ou LibreOffice, le PowerPoint de LibreOffice, leur proposer LaTeX. Ça marche pas. Mais du coup, pourtant, c'est bien. Pourtant, il y a OnlyOffice qui est un peu un copier-coller du code de Microsoft Office, mais sous licence GNU, sous licence GPL. Et c'est très très bien, du coup, si vous avez l'occasion. OnlyOffice, voilà, je connais pas, mais... c'est très très bien. Ouais. Mais de toute façon, voilà, l'important, c'est qu'on ait des alternatives. Après, on n'est pas obligé de tous prendre la même. Au contraire, le fait qu'il y ait de la diversité, pour moi, c'est bien. Ouais, il faut favoriser la biodiversité ou la diversité numérique. Je pense que ça c'est très important aussi, quoi. Si on a un seul truc, on va beaucoup plus être enfermé que si on a une multitude de choix. Bonjour. Bonjour. En fait, moi j'avais une question par rapport j'ai vu dans les listes de choses pas bien, entre guillemets, que vous avez citées, il y avait les DRM. Et en fait, du coup, là, on parle d'alternatives. Et pour les créateurs, par exemple, quelles alternatives vous voyez au DRM, justement? Parce que souvent, moi, j'ai des débats avec des personnes qui sont plus libristes et qui me disent, en gros, DRM, pas bien, quoi. Et moi, en tant que je suis un peu musicien, DJ, et je me dis, est-ce que quelle autre alternative permettrait que je sois rémunéré de mes droits d'auteur, par exemple? Mais souvent, il n'y a pas cette réponse, parce que j'ai l'impression qu'il y a un débat, des fois c'est binaire, et je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas, pour avoir la solution que proposait le monsieur juste en face de moi, là, est-ce qu'il ne faudrait aussi pas se limiter au... Est-ce qu'il y a une alternative logicielle, mais peut-être un débat plus de fond,
qui serait aussi technique en fait. Ouais, un peu des deux, quoi. Ouais, alors, bon, le je sais pas problème, si c'est que c'est justement, clair ce que je dis. Internet a changé énormément de choses au niveau du partage des œuvres. Et voilà, on a du mal finalement à s'adapter à la nouvelle structure. Mais je pense que c'est juste inévitable, en fait. On ne peut pas empêcher les gens de partager les choses. Même si vous mettez les DRM, il y a les gens qui vont les craquer. Enfin, donc pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Après, je suis pas du tout bien placé pour en parler. Pouillou serait bien mieux placé que moi pour en parler, parce que lui, justement, c'est un artiste et il a tout publié justement en libre et il gagne sa vie quand même avec ça. Juste parce que c'est un autre système. On peut pas penser à un système de dons. Après, moi, idéalement, je penserais à un système où juste il y a le revenu universel. Et puis on n'a pas besoin de travailler. Le problème, c'est cette société d'argent qui nous contraint justement à se battre pour vivre, pour travailler, donc du coup pas pour réfléchir et pour faire autre chose de bien plus intéressant. Là, si on change de modèle, tout devient beaucoup mieux, parce qu'en fait, nous, on est là pour partager les œuvres. Si tout le monde était rémunéré justement de façon moyenne, et ça marche en plus, hein, ce système-là, ça a déjà été testé. Enfin, simplement, c'est embêtant en fait à mettre en place, parce que du coup, si tout le monde a un revenu minimum, on ne peut plus contraindre les gens à faire des boulots de travailleurs du clic, etc. Donc il y a toute l'économie qui s'effondre. Mais ça, c'est pas notre problème à nous, c'est le problème des grosses entreprises qui veulent faire du fric. C'est quand même un peu notre problème, parce que le temps de transition, on va le vivre en fait. Oui, mais il y a des systèmes, il y a des artistes qui fonctionnent avec des systèmes de dons. Je suis d'accord, mais en fait, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est comme les grosses boîtes qui récupèrent le maximum de l'argent. Ce que vous proposez comme modèle de société, c'est d'effondrer la société actuelle. Donc, elle va s'effondrer toute seule, hein, je pense. Donc on est d'accord que... Lorsque BlackRock se casse la gueule... Donc on est d'accord. Mais une société qui s'effondre, ça va pas se faire gentiment, en fait. Non, mais bon, c'est ce que je suis en train de dire. Je comprends bien. Mais pour moi, le DRM, c'est juste pas la bonne réponse. Non, mais c'est un exemple que je prends, le DRM. C'est pour dire, si nous... en tant que société, on n'a pas d'alternative pour que les gens puissent vivre, en fait. En fait, je trouve que c'est ça qui manque. Souvent, quand j'ai des débats avec des gens qui sont dans le libre, je trouve qu'il manque cette réponse qu'il faudrait apporter aux gens pour qu'ils se sentent en sécurité avec le libre aussi, pas juste en disant « Ah, vous ne serez plus avec les GAFAM, tout ira bien, en fait ». Mais en fait, il y a plein de monde qui s'en sort très bien via le libre. Et d'ailleurs, quand justement on a ces œuvres sous licence libre et que, par exemple, on est rémunéré par des dons ou par d'autres systèmes éventuellement qui peuvent exister, déjà, ce n'est pas la maison éditrice qui va récupérer 90% de la somme, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des moyens de vivre de son travail. Mais le fait de fermer, de contraindre, de poser des verrous, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Ça ne peut pas être la bonne solution. Oui, au final, en fait, je suis d'accord avec ça. C'est juste que je me dis, pour attirer un... En fait, ça manque un... c'est comme disait la personne par rapport à Microsoft Office, en fait. Ça manque un peu de... quelque chose qui ferait que les gens ils adoptent l'adoption du libre. En fait, est-ce que ça manque pas de ça, en fait? C'est un débat que je pose. Peut-être c'est faux ce que je dis, mais est-ce que ça manque pas de cette petite chose qui fait qu'ils se disent en fait mon confort il repose sur rien et l'alternative c'est pas juste de changer de logiciel, c'est une façon, comme vous avez dit, finalement d'un peu changer son ego et de... Oui, mais encore une fois, oui, justement, c'est bien de me remettre sur ma voie. Justement, si on commence à penser au niveau collectif et pas juste à
à sa petite rémunération, à soi, etc. C'est là où on va commencer à faire des choses intéressantes. Donc essayer de réfléchir à des alternatives, mais justement, vous pouvez aussi essayer d'en proposer ou de réfléchir à ces alternatives-là. Pas juste attendre qu'elles vous tombent du ciel. Et il y a des gens qui y réfléchissent, qui ont trouvé des solutions, voilà, plutôt que de se laisser finalement gouverner par le discours ambiant. Et essayer de déconstruire aussi ce discours ambiant qui vous dit « Ah, mais il faut se protéger des vilains pirates ». Parce que le problème, ce n'est pas les vilains pirates. Le problème, c'est qu'on nous empêche de diffuser librement la connaissance, le savoir, ce que devrait pouvoir nous permettre de faire Internet.